Bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, mais on va le rendre super digeste, la programmation orientée objet en C++. Le but, c'est de prendre toute cette théorie, qui a l'air un peu abstraite sur le papier, et de la transformer en code concret, solide et surtout qui fonctionne. En gros, on passe de la planche à dessin directement à la réalité informatique. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Au programme, on commence par le concept de l'objet, ensuite on parlera des classes et de l'encapsulation, puis des outils de la classe. On passera à la pratique avec notre fameuse classe voiture, avant de finir sur l'instanciation et la manipulation. Première étape, le concept de l'objet, ancrer la théorie dans la réalité. Pour vraiment capter la logique du code, il faut d'abord lever les yeux de l'écran. Dans la vraie vie, un objet, ça peut être littéralement n'importe quoi. C'est tout ce qui nous entoure, qui porte un nom, qui a des caractéristiques bien à lui et qui interagit avec son environnement. Que l'on parle d'un compte en banque, du héros d'un jeu vidéo ou d'une voiture garée dans la rue, la logique de base est exactement la même. Et ce tableau illustre ça brillamment. On y voit 3 véhicules bien distincts, une Fiat 500, une Kia Ceed et une Jeep Wrangler. Ce sont des objets totalement différents quand on les croise sur la route. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ils partagent des traits communs évidents. Pour chacun de ces véhicules, on peut définir une marque, un modèle, une couleur et une année de fabrication. C'est justement ce partage de caractéristiques qui nous permet, en tant que développeurs, de regrouper ces objets dans une seule grande catégorie. Et en programmation, cette catégorie, on appelle ça une classe. Faut vraiment voir la classe comme un moule, un plan de fabrication. Ce moule définit les caractéristiques qu'on va appeler des attributs, mais aussi les actions que l'objet peut faire, qu'on appelle des méthodes. Pour une voiture, ça serait des actions comme démarrer, accélérer ou freiner. On passe à la deuxième partie, les classes et l'encapsulation, ou les règles de l'usine. Maintenant que notre moule est prêt, il faut sécuriser tout ça. C'est là qu'intervient l'encapsulation, qui est en fait le bouclier ultime de la programmation orientée objet. Le principe est simple, le reste du programme n'a absolument pas besoin de savoir comment les données sont organisées à l'intérieur de notre objet. En cachant la mécanique interne, on évite qu'un autre bout de code vienne modifier nos données n'importe comment. C'est ce qui garantit que l'objet reste toujours cohérent. Cette protection, elle fonctionne grâce à des niveaux de visibilité très stricts. D'un côté, on a le domaine privé, où les données sont sous clé, invisibles de l'extérieur. De l'autre, le domaine public, qui sert de guichet officiel pour interagir avec l'objet. Il y a aussi un troisième niveau, protégé, qui servira plus tard pour l'héritage. Mais la vraie ligne de front, c'est cette séparation stricte entre les données privées et les actions publiques. Troisième partie, les outils de la classe, la boîte à outils du développeur. Le truc crucial à retenir ici, c'est qu'en C++, on ne peut pas initialiser les variables d'une classe directement au moment où on les déclare. Il nous faut une machinerie spécifique. Et c'est là qu'entrent en jeu des méthodes très spéciales, celles qui fabriquent l'objet, celles qui le détruisent, celles qui permettent de lire ou de modifier ces données en toute sécurité, et enfin quelques fonctions qui ont carrément un pass VIP. Tout commence avec le constructeur. C'est facile de le repérer, il porte obligatoirement le nom exact de la classe et il ne renvoie absolument rien, pas même un void. Son seul et unique job, c'est de remplir les attributs à la milliseconde où l'objet prend vie en mémoire. On peut même en créer plusieurs pour s'adapter aux informations qu'on a au départ. De l'autre côté, on a le destructeur qui est là pour passer le balai et libérer la mémoire à la fin. C'est indispensable, surtout quand on gère la mémoire manuellement. Derrière tout ça, il y a un travailleur de l'ombre super efficace, le pointeur 10. Quand on appelle une méthode, le compilateur glisse ce pointeur de façon totalement invisible. En gros, 10 contient l'adresse mémoire exacte de l'objet qu'on est en train de manipuler. On utilise souvent une petite flèche pour s'en servir, et ça sauve la vie pour éviter les confusions, par exemple quand un paramètre a exactement le même nom qu'un de nos attributs. Allez, on passe à la quatrième partie, la pratique, avec notre classe voiture. C'est bien beau la théorie, mais comment on traduit tout ça en vrai code C++? Quelle est la syntaxe exacte pour construire cette fameuse usine automobile virtuelle? Regardons ça étape par étape. On commence par le commencement, le mot-clé « classe » suivi de « voiture ». Juste en dessous, dans la zone « private », on enferme nos données. Ici, pour stocker du texte, comme la marque ou le modèle, on utilise temporairement des pointeurs de caractères, les fameux chars étoiles. C'est un super moyen pédagogique pour bien comprendre comment la mémoire fonctionne avec la bibliothèque C-string avant de passer plus tard à la classe string du C++ qui fera tout le travail à notre place. Ensuite, l'assemblage. Une très bonne habitude en C++, c'est d'écrire le code des méthodes à l'extérieur de la classe elle-même. Pour indiquer au compilateur à qui appartient la méthode, on met le nom de la classe suivi de 2 fois 2 points.
c'est l'opérateur de résolution de portée. Dans notre constructeur, on utilise la fonction strcpi pour copier proprement le texte qu'on reçoit vers les attributs de notre objet, en utilisant notre fameux pointeur this pour être sûr de viser le bon véhicule. Ce qui est vraiment génial ici, c'est de voir comment le setter agit comme un vrai garde du corps. Le getter, lui, donne juste le droit de lire la marque de la voiture. Mais le setter, c'est le seul passage autorisé pour modifier la couleur. C'est grâce à ça qu'on garde un contrôle absolu, impossible de repeindre la voiture n'importe comment ou de corrompre les données depuis l'extérieur. Après, il y a des cas où on a besoin de contourner les règles, mais proprement. C'est à ça que servent les fonctions amies, avec le mot-clé friend. Elles ne font pas partie de la classe, mais elles reçoivent un laissez-passer officiel pour fouiller dans les données privées. Et petite astuce au passage, en utilisant des références constantes, on évite de faire des copies lourdes en mémoire, tout en garantissant que nos voitures ne seront pas abîmées pendant la comparaison. Dernière ligne droite, partie 5, l'instanciation et la manipulation. La vie d'un objet se déroule en 3 étapes super simples dans le programme principal. 1. On déclare l'objet. 2. Le constructeur se déclenche immédiatement avec les infos qu'on lui donne. Et 3. On interagit avec l'objet en utilisant un simple point pour appeler ces méthodes publiques. Et si on utilise un pointeur vers cet objet, eh bien on remplace juste le point par une petite flèche. Voyons comment tout ça prend vie. Notre code crée instantanément une Fiat 500 rouge de 2020. Boum, elle existe. Mais à peine sortie d'usine, on appelle notre setter pour changer sa couleur et la repeindre en vert, de manière totalement sécurisée. Un petit coup de méthode affiché et on vérifie que la voiture a bien été mise à jour. On pousse le test encore un peu en créant une deuxième voiture, une Honda Jazz noire de 2015. C'est le moment de tester notre fameuse fonction AMI. Elle vient lire l'année de fabrication des 2 voitures directement dans leurs données privées. 0 erreur d'encapsulation et elle nous dit correctement que 2020 est le modèle le plus récent. Ça marche à la perfection. Alors on a vu que notre classe voiture est un vrai coffre-fort, redoutablement efficace. Mais posons-nous la question, que se passe-t-il quand notre programme devient énorme? Et si on voulait créer des motos ou des camions qui partagent tous des traits communs avec notre voiture, ne serait-il pas plus intelligent de créer une grande classe mère, véhicule? Eh bien, ça, c'est la porte d'entrée vers l'héritage en C++. Et c'est exactement là que les choses deviennent infiniment puissantes.